Bonjour Sarah Salman. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Bonjour à tous. Bien. Vous avez passé d'un joyeux Noël? Oui, très bien. Moi, je ne fais pas Noël. Oui, mais bon, on peut quand même de le fêter. très bonnes fêtes. C'est pas grave. Alexandre Malafaille, bonjour, fondateur du think tank Sinopia. Bonjour. Alors, bon. Ça se présente pas très bien cette affaire-là. Une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi ce matin. Les chiffres du chômage sont pas géniaux. Le chômage a augmenté de près de 2% par rapport à octobre. C'est une Himalaya de difficultés qui attend François Bayrou, selon son propre aveu. Et toujours pas de budget, Alexandre Malafaille. Comment vous voyez les choses cette année? Vous êtes plutôt optimiste ou vous faites partie de ces gens qui voient mal les choses là pour 2025? J'aimerais être optimiste étant donné la période des fêtes, ce moment de trêve où on a envie de se dire que finalement on a un peu d'apaisement et de temps pour réfléchir et pour se poser et finalement de se souhaiter plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Très objectivement, ça fait un grand moment qu'on voit les tendances se dessiner, que les signaux se mettent à clignoter de plus en plus au rouge dans tous les domaines. On a eu une façon de faire de la politique depuis des années qui malgré tout s'est contentée de résultats artificiels dans beaucoup de domaines. On a beaucoup parler des arbres qui cachaient la forêt, avec des taux de chômage qu'on présentait comme étant formidables, avec des taux de croissance qui étaient pas si mauvais que ça, avec une lutte contre l'inflation qui était efficace. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Ça fait 1 an et demi qu'on explique par exemple qu'il y a un niveau de défaillance des entreprises de taille intermédiaire qui est anormalement élevé et que tout ça dessine effectivement un contexte de déstructuration de l'économie, de ralentissement qui est profond. Ça n'a pas été pris en compte et puis pour des raisons qui restent toujours mystérieuses, on a décidé effectivement de dissoudre l'Assemblée nationale, d'enlever toute forme de pilotage dans l'avion depuis maintenant plus de 6 mois. Et effectivement, alors, pas de budget, à la limite, ce serait pas gravissime. Le problème, c'est l'incertitude. Oui, c'est l'incertitude, c'est le toujours la même flottement, chose. c'est le fait qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est le fait que tout est gelé, c'est le fait que globalement, on ne sait pas comment on va arriver à s'en sortir et que, bien sûr, on peut espérer que François Bayrou, tout comme on espérait que Michel Barnier, arrive à quelque chose, sauf que la mâchoire du système, pour reprendre un terme qui a été employé par Xavier Bertrand à propos du RN, la mâchoire du système est quand même très figée. Donc oui, je suis plutôt très inquiet pour la suite des événements. Je vois pas comment à court moyen terme on va pouvoir redresser la conjoncture. Et sur le chômage, c'est pas non plus ni une surprise. Et là, il faut effectivement se préoccuper ça rapidement. Mais avec qui et comment reste à voir. Oui, ça c'est un vaste débat. En plus, ils restent pas très longtemps en place, donc on n'a pas le temps de faire des politiques à long terme. Là, ils sont en CDD précaires pour, je dirais, 2-3 mois, 6 au maximum. Alors, ce qui frappe, c'est effectivement les syndicats, notamment des PME, le principal syndicat des PME, qui appelle à voter rapidement un budget, expliquant que cette incertitude, vous l'avez dit, Alexandre Malafaille, pèse sur les investissements, sur la consommation. Alors, il y a un homme qui est évidemment très attendu, Éric Lombard, ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations. Vous le connaissez bien, vous, Éric Lombard, parce qu'il était relativement inconnu jusqu'à présent du grand public, en tout cas. Oui, ça fait partie de ces grands hommes d'État, si je puis dire, enfin de l'État, qui œuvrent souvent dans l'ombre, ce qui est en tant que patron de la Caisse des dépôts, puis les fonctions qu'il occupait avant étaient assez cohérents. Par contre, il a un parcours qui est intéressant, en tout cas qui le qualifie pour aller faire le métier qui consiste à essayer de comptabiliser un peu l'état du pays et de voir comment on peut faire. Il a un profil de ce point de vue-là qui est au bon niveau, ce qui est plutôt bien. En plus, il connaît Bercy, il y est passé il y a longtemps, à l'époque de Michel Sapin. Donc là aussi, il a une bonne connaissance de la mécanique. Ses marges de manœuvre sont extrêmement serrées. Moi, je pense que parmi ses grandes priorités, c'est de rencontrer les partenaires sociaux. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quelques jours, et François Bayrou en parlait l'autre jour dans sa première allocution télévisée sur BFM TV, de vos confrères, que voilà, il était impressionné par le front uni des partenaires sociaux, sauf la CGT et des syndicats patronaux, pour dire attention, il y a un contexte politique, il y a un contexte social, un contexte économique qui est préoccupant comme il a sans doute jamais été depuis très longtemps. Donc oui, il va falloir travailler avec et essayer de comprendre ce qui se passe pour pas faire de bêtises, parce que les lignes budgétaires, si tout d'un coup effectivement on va trop dans une direction qui est anti-compétitivité, on va encore payer plus cher et on va encore creuser les déficits. Alors, François Bayrou dit viser les 5%, un petit peu plus haut que ce qu'avait prévu Michel Barnier. C'est vrai qu'on a des raisons peut-être d'espérer. Vous parliez des partenaires sociaux, c'est vrai qu'Éric Lombard, il a plus un profil de gauche, Sarah Salman, parce qu'on s'interroge sur la ligne à Bercy, mais il a cité l'urgence sociale en haut de ses priorités. Il a un profil de gauche, mais il ramène aucun député socialiste, parce qu'Olivier Faure a d'ores et déjà fait savoir qu'il allait voter la motion de censure, et c'est ce qu'on comprend. Alors après, ils peuvent faire au texte... L'ami d'Éric Lombard, je vous
signale. Oui, on peut être amis d'Éric, vous savez, dans ces moments-là, on a des amis de circonstance. C'est l'amitié vache. Oui, mais en même temps, Éric Lombard, c'est quelqu'un, moi je le connaissais pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a un CV extrêmement crédible. Mais Olivier Faure, donc patron du Parti socialiste, a déjà fait savoir qu'il allait voter la motion de censure. Alors après, il peut faire texte par texte, comme va faire Monsieur Wauquiez. Mais a priori, Monsieur Lombard ne ramène aucun député socialiste, donc ça n'aide pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, personne ne ramène de député socialiste. C'est pas Manuel Valls qui va être la caution de la gauche. Ni Juliette Méadel, ni François Rebsamen, manifestement. Aucune personne de ce gouvernement ne ramène un député, quel qu'il soit. Même les LR ne ramènent personne. Il n'y a pas un peu de mauvaise volonté de la part de qui ? Volontairement provocatrice dans cette question, enfin de la part du Parti socialiste, quand même, à qui on a tendu la main. Vous savez, le Parti socialiste, à part eux-mêmes, ils ne représentent pas grand monde. Ils sont extrêmement soumis à LFI, donc en même temps, ils obéissent, ils sont habitués. Oui, Alexandre Malafaye. C'est assez surréaliste en fait, parce que dans le Parti socialiste, il y a un ensemble de personnalités qui ne devraient pas se comporter comme ça. C'est-à-dire non, mais vous prenez des gens, oui, ils sont dans le calcul, c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche qui vise à enjamber les problématiques actuelles, à viser sans doute 2027 ou avant, et puis à se. Il n'y a pas qu'au Parti socialiste, quand même, si on doit être honnête. Oui, mais eux, ça se voit. Peut-être un peu plus. C'est grossier. Les autres, ça se voit pas. C'est grossier parce qu'ils sont censés représenter un parti de gouvernement. Ils sont censés être un peu déniaisés par rapport aux réalités dans lesquelles notre pays est confronté, et de les voir à ce niveau-là de déni, de jeu politique, de refus de toute forme d'abord des réalités. Vous savez, vous ne croyez pas en leur sincérité ? Je crois plus du tout à l'insincérité des hommes et des femmes politiques de manière générale. Par principe, je me défie. Mais si vous voulez, ce qui me fascine en France, c'est que par rapport à beaucoup d'autres pays, après, on peut avoir des choix de directions différentes, on peut avoir des approches idéologiques différentes, mais vous ne pouvez pas traiter un problème si vous n'êtes pas d'accord sur un diagnostic. Quand quelqu'un est malade, il faut être capable de poser un bon diagnostic. Et à partir de là, vous pouvez faire des choix de thérapie. La France, elle est malade de manière très claire sur plein de problèmes. Mais on n'est pas capable. Ça, ils le disent. Non. Mais non, parce que pour les uns, la dette, c'est pas grave. Pour les autres, les entreprises, de toute façon, il y a encore plein de fric dedans, on peut prendre. Pour les autres, pour d'autres, on dit le taux d'imposition n'est pas assez. Enfin, ils ont une approche qui est effectivement tout sauf pragmatique quand il s'agit de l'économie et de l'approche des questions économiques et une méconnaissance du monde de l'entreprise. Globalement, la droite n'est pas beaucoup mieux, je vous rassure. Mais ça nous dévore de l'intérieur, ça nous détruit. Parce qu'on n'est pas capable de dire, OK, quel est l'état réel du pays, quels sont les enjeux, quelles sont les tendances, quelles sont les... Et après de simuler, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça ? Qu'est-ce qui va se passer si on donne un tour de vis sur la fiscalité ? Qu'est-ce qu'on donne aux entreprises ? etc. Est-ce qu'on est capable de simuler, de se dire, ça va avoir un impact sur l'inflation ? Non. Sur la croissance, sur la compétitivité ? Ça, on le fait pas. Vous faisiez les louanges, Alexandre Malafaye, d'Éric Lombard. En tout cas, voilà, vous dites c'est un bon professionnel, etc. Mais enfin, c'est un homme respecté de la finance, mais enfin, il se réclame quand même des thèses de Thomas Piketty, plutôt économiste de gauche, en faveur notamment d'une baisse du rendement du capital. Est-ce que c'est bien de cela dont la France a besoin aujourd'hui, alors qu'on perd en compétitivité, que effectivement, on en parlait, qu'on est embourbé dans nos déficits, Sarah Salman. Vous me dites ça alors que je suis ultra-libérale, donc quand j'entends ça, je ne vais pas vous dire est-ce que c'est bien, pas forcément, mais la question c'est est-ce qu'on a le choix ? C'est une question aussi de priorité. La priorité, c'est un budget. On n'aura pas le meilleur budget, mais là, l'urgence, c'est au moins d'en avoir un. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous voulez, les questions philosophiques posées par Thomas Piketty et que, pour reprendre M. Lombard en tant que grand banquier d'État, si je puis dire, elles sont passionnantes. De dire qu'il y a un problème de déséquilibre aujourd'hui entre le revenu du capital, le revenu du travail, le revenu, les autres formes de revenus. Évidemment, c'est un sujet, mais on n'est pas une île. On n'est pas tout seul face au reste du monde. Donc il faut jouer la partie avec les cartes de la partie. Donc moi, sur le principe, si vous me dites, est-ce qu'à un moment donné, il faut répartir différemment les richesses ? Évidemment qu'il faut les répartir différemment. Évidemment qu'il faut trouver un chemin pour faire en sorte qu'il y ait moins d'écart et de ramener le plus possible de gens à un niveau de vie satisfaisant. C'est ce que le monde dans son ensemble fait. Il y a moins de gens dans la pauvreté dans le monde aujourd'hui qu'il n'y avait il y a encore 30 ou 40 ans. Mais chez nous, ça va plutôt dans le sens inverse. Et dans le même temps, ce budget, si il est teinté comme ça de cette tendance un petit peu à gauche, est-ce que ça va pas permettre justement de sauver le gouvernement et de donner des gages à la fois au RN et à la fois à la gauche? Est-ce que c'est pas finalement assez habile? C'est un programme économique de gauche, de toute façon. Oui, justement, c'est bien ce que je dis. Je dis, est-ce que c'est pas finalement assez habile de la part de François Bayrou? Je crois que François Bayrou se soumettra à ce qu'il faut pour ne pas être censuré. Il va faire ce qu'il faut pour tenir le plus longtemps possible. Donc, c'est-à-dire dépenser de l'argent, donner des gages. Donner des gages au Rassemblement national, parce que l'arbitre des élégances, c'est Madame Le Pen. Tout est entre les mains de Madame Le Pen.
Le juge de paix, de toute façon, ça va être le discours de politique générale où on verra les grandes orientations proposées par François Bayrou et notamment sur la réforme des retraites. Et puis après, ça va être rendez-vous dans un an pour voir l'état du budget, l'état des déficits. La probabilité, c'est que les 5%, il a raison de fixer un objectif, il a raison de dire 5% de tendre vers. Il faut pas dire on va commencer à finir à 7% pour démarrer l'exercice. C'est pas ce qu'il faut qu'il envoie comme message. Mais c'est sans doute ce qui va se passer. En l'état actuel, je vois pas quels sont les ressorts et les leviers capables de fabriquer une dynamique d'investissement à la fois de la part de la puissance publique, les caisses sont vides, de la part de l'Europe, c'est pas son boulot, et de la part du monde économique qui est totalement tétanisé par rapport à ce qui se passe en France. Donc s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas de relance de l'économie d'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas de confiance dans la vie politique française pour pouvoir effectivement faire en sorte que les boîtes se mettent à embaucher et à prendre des risques et d'initiatives, je vois pas comment la mécanique qui crée la richesse qui après sert à la redistribution peut s'en sortir. Je regardais juste sur le taux de chômage, c'est sur les 15-24 ans que c'est le plus élevé, c'est 19,7% sur les 15-24 ans, et chez les seniors en revanche on a légèrement baissé. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est au lieu de multiplier les contrats aidés qui sont assez précaires et court terme, voir comment on peut faire pour l'embauche des jeunes à beaucoup plus long terme. Oui, Alexandre Malafé, vous parliez des retraites tout à l'heure. Ça aussi, ça va peser dans la balance. Le Parti socialiste, on le rappelle, demande une conférence sociale et une suspension. Bon, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec François Bayrou qui dit OK, une suspension jusqu'à ce qu'on ait trouvé une autre solution. Ça va être un des points d'achoppement. Oui, c'est un des points d'achoppement majeurs. Mais là encore, il faudra regarder la réalité en face. La problématique, c'est le financement. On est sur des systèmes qui sont structurellement déficitaires. Alors, dans des marges de manœuvre qui sont encore, on va dire, supportables ou raisonnables à court terme. Mais à la fin de la foire, il va bien falloir trouver un moyen pour payer. Il faut savoir ce qu'on veut. On a un modèle social qui a fait des choix qui sont très ambitieux et très généreux depuis maintenant le sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est un modèle qui, effectivement, qui s'est transformé. On est beaucoup plus aujourd'hui dans l'assistanat et un modèle qui finalement, qui limite la prise de risque. Alors, évidemment, dès qu'on parle de ça, on a l'impression d'être un ultralibéral et quelqu'un qui veut remettre en cause les droits fondamentaux. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir un peu de responsabilité sur le comment on peut faire, parce que la fuite en avant qui consiste à avoir soit des déficits, soit des hausses d'impôts, soit de taxes, de charges, c'est pas un modèle pérenne. On en touche les limites, on le voit aujourd'hui très clairement. On est en train de commencer à compter si je peux dire, pardonnez-moi, les morts avec le monde économique qui commence à encaisser le choc. Si on continue sur cette trajectoire-là, un jour, on aura un vrai réveil. Est-ce qu'on a touché le fond? La réponse est non. Est-ce qu'on peut le toucher? La réponse est oui. On va continuer à parler de tout ça et notamment de cet immobilisme qu'on a quand même vécu en 2024.